Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, donc que la paix, la bénédiction et la miséricorde de Dieu sur vous. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 13 février 2026. Vous l'aurez compris, vous êtes dans le studio bleu de Nord TV pour votre émission hebdomadaire Grand Angle. Grand Angle, c'est votre émission qui se propose de traiter l'actualité nationale, mais également internationale dans les domaines donc politiques, économiques, sociaux et culturels. Voilà. Et donc pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous entretenir sur une double thématique en rapport bien sûr avec l'actualité. Donc le premier point donc de ces deux thématiques, c'est la part de responsabilité donc de l'élite politico-administrative dans le retard de développement du Gabon. Et la deuxième thématique, c'est l'attaque du Niger, donc de l'aéroport Amani Diori du Niger. Tentative de déstabilisation de l'AES. Voilà. Et donc, pour en parler avec moi ce soir, nous avons nos deux consultants qui nous accompagnent chaque fois, donc tous les vendredis, pour entretenir donc, nos téléspectateurs. Monsieur Nestor Obian, bonjour. Bonjour, monsieur Bouka. J'espère que vous allez bien. J'essaie de bien vous porter autant que faire se peut. Parfait. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, c'est une joie de vous avoir avec nous dans le cadre donc, de cette émission, pour pouvoir donc éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les sujets de l'actualité, les sujets brûlants, les sujets de géopolitique, de stratégie internationale, etc. Donc, à ma droite, à ma gauche, pardon, donc notre consultant, M. Privan Gomo, OTEP. OTEP, mon frère Bouka, OTEP, mon frère Nestor. J'espère que vous portez bien. Ça va. Très bien, parfait. Donc voilà, comme avec Monsieur Obian, c'est une joie de vous avoir sur ce plateau, donc pour édifier la lanterne de nos téléspectateurs sur les thématiques que nous avons choisies aujourd'hui. Voilà. Et donc pour la thématique d'aujourd'hui, comme je disais, le premier donc pan de notre émission, c'est la part de l'élite politico-administrative dans le retard de développement que connaît notre pays, le Gabon. Voilà. Donc après plus de 60 ans d'indépendance, on voit que le Gabon a du mal ou connaît un profond problème de mal développement, malgré donc son énorme potentiel avec ses nombreuses richesses naturelles. Au moment où donc les bailleurs de fonds ou les institutions financières internationales appellent nos dirigeants donc à réduire le train de l'État, nous sommes donc en droit de nous poser des questions sur effectivement la part de responsabilité de cette élite par rapport au développement ou au mal développement qui caractérise désormais le Gabon depuis plusieurs années. Voilà, donc pour pouvoir donc asseoir notre échange sur cette thématique, nous vous proposons cet élément audiovisuel donc de la part de la technique pour que nous puissions revenir juste derrière. Servir leur prochain. Ils promettent la paix, la justice, l'équité, le vivre ensemble, comme si ces mots suffisaient à panser les blessures profondes de la nation. Mais la question essentielle demeure. Dieu nous a-t-il mis au monde pour vivre ou pour survivre? Dans un pays aussi riche que le Gabon, comment expliquer que certains cumulent des milliards pendant que d'autres n'ont même pas de quoi s'acheter un repas décent? Comment admettre que dans un territoire béni de pétrole, de manganèse, d'or, de forêts, de mer et de ressources rares, la majorité de la population vit dans l'angoisse du lendemain? C'est pourquoi lorsqu'un Gabonais murmure si quelqu'un venait à dire que le Gabon est le berceau de la cruauté, ce ne serait que pure vérité. Il ne parle pas par excès, il parle par expérience. Le Gabon n'est pas un pays pauvre, le Gabon est un pays pillé. Pillé par ses propres fils qui s'attribuent des milliards en guise de taxi quand des élèves parcourent encore des kilomètres pour allier leurs établissements, sans latrine, sans table-banc et pour certains, sans enseignants. Détournés, confisqués, privatisés par une minorité qui a transformé l'État en patrimoine privé. Nous vivons dans une nation où tout le monde pourrait vivre décemment, mais où certains ont décidé que seuls eux doivent vivre décemment. Résultat, on a 1% de Gabonais qui se partagent 99% des richesses et 99% des Gabonais qui se disputent 1% des miettes. Cette vérité n'est plus une critique, c'est une photographie, un diagnostic social, un miroir devant lequel la classe politique gabonaise refuse de se regarder.
Le drame du Gabon, ce n'est pas seulement la captation des richesses, c'est l'hypocrisie de ceux qui mentent à Dieu, au peuple et à leur propre conscience. Ils disent aimer le peuple mais méprisent sa souffrance, ils disent défendre la République mais utilisent leur position pour renforcer leurs privilèges. Ils parlent d'unité mais nient l'égalité. Ils appellent à la paix, mais sèment la faim. Ils promettent la justice, mais distribuent l'injustice comme monnaie politique. La plupart agissent comme si le pouvoir était un droit de naissance, pas une responsabilité sacrée, comme si la politique était un buffet ouvert, pas un engagement moral, comme si l'État appartenait à un clan, pas à la nation. Et pendant ce temps, le peuple, oui, ce peuple condamné à survivre, attend que les promesses deviennent réalité, que la politique redevienne service, que le pays cesse d'être une jungle où les plus forts dévorent les autres. Vivre ou survivre, le Gabon doit choisir. Nous avons deux options. Continuer de survivre dans la cruauté institutionnalisée ou choisir de vivre enfin, dignement, humainement, collectivement. Le Gabon ne manque pas de ressources, il manque de justice sociale, il manque de courage politique, il manque d'élites capables d'aimer leur peuple plus qu'eux-mêmes. Le jour où la politique deviendra sincère, le pays cessera d'être une arène pour redevenir une nation. Parce qu'un pays ne se construit pas avec 1% de privilégiés, il se construit avec 100% de citoyens. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle, comme vous avez pu vous apercevoir à travers donc cet élément audiovisuel riche effectivement en informations donc sur la situation socio-économique donc du pays. Voilà. Donc pour lancer donc les échanges par rapport à cette thématique, je vais commencer par me tourner vers Monsieur Ngomo afin que vous puissiez d'abord dans un premier temps nous planter le décor à travers quelques définitions notionnelles en rapport avec cette thématique. Nous vous écoutons. Oui, c'est un sujet très important qui concerne non seulement l'élite du Gabon, qui est mise à l'index, mais aussi le peuple gabonais, qui croit à son élite, bien qu'aujourd'hui de plus en plus désappointé. Et pour traiter d'une thématique aussi sérieuse, mon grand frère Nestor Obiang et moi avons pensé qu'il fallait toujours adopter la démarche pédagogique, c'est-à-dire celle de la définition des termes importants pour que nous puissions bien nous comprendre, les téléspectateurs et puis les internautes. Dans cette thématique, il convient d'abord, dans un premier temps, de définir l'élite et le rôle d'une nation. Quel est le rôle d'une élite et qu'est-ce qu'une élite dans une nation? C'est un point qui est très important. Ensuite, quand nous aurons fait ce travail de définition, il faudra maintenant que nous puissions regarder un peu dans l'histoire du Gabon comment l'élite s'est comportée face aux situations qui ont été des éléments importants et historiques du Gabon. Et puis, on pourra toujours, dans les préalables, terminer avec le distinguo qu'il nous faut apporter dans l'élite par rapport à sa qualité et par rapport à sa quantité, le poids de l'élite gabonaise dans notre nation. Quand ces éléments académiques, pédagogiques auront été bien définis, nous pourrons vraiment entrer dans la responsabilité de l'élite gabonaise dans le retard, pour ne pas dire l'échec au développement au Gabon. Et nous pourrions le faire en abordant des plans importants. Je pense au plan spirituel ou mystique, car le spirituel précède la matière. Il faut qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan spirituel et sur le plan mystique au niveau des élites du Gabon. Le deuxième plan, c'est le plan politique. Comment cette élite déstabilisée spirituellement se comporte sur le plan politique et quelles conséquences cela a sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier. Et je pense que quand on aura abordé la thématique de cette façon, nous aurons touché les différents angles à cette émission Grand Angle de Nour TV. Voilà ce que je peux dire à l'entame donc de cette émission pour répondre
à votre première question. Maintenant, si je rentre dans le premier point, c'est-à-dire les définitions. Qu'est-ce qu'une élite? Je vais donner une définition et puis je pourrais terminer par une image avant de passer volontiers la parole à mon grand frère Nestor Robian, qui a aussi des choses à dire, et naturellement. D'après la définition que j'ai pu avoir sur le net, l'élite d'une nation se définit comme un groupe minoritaire d'individus qui occupent une position prédominante au sein de la société grâce à des ressources ou des qualités spécifiques que cette élite a. Voilà donc déjà la définition que nous pouvons donner. Une élite, un élément, un corpuscule minoritaire et une position prédominante dans la société. Et l'image que je donnerai, c'est celle de la pyramide. Quand vous regardez une pyramide, c'est un bloc qui tient avec une base qui est très large, c'est le peuple, et puis une pointe à la cime, c'est l'élite. Et donc l'élite est bien minoritaire. Mais elle a une position privilégiée. Elle se trouve dans les hauteurs, et donc a la capacité de voir le champ, la perspective, mieux que ne peut le faire ceux qui sont à la base. C'est donc de sa responsabilité d'éclairer les populations et de bien les gouverner. Voilà ce que l'on peut dire dans un premier temps, s'agissant de la définition que l'on peut donner à l'élite. Maintenant, je termine sur le rôle. Le rôle de l'élite, c'est d'abord d'assurer la direction d'une nation et de gérer les aspects politiques, les aspects culturels, les aspects socio-économiques, financiers et même spirituels. Ça, c'est une première chose qu'on attend de l'élite. La deuxième, c'est l'élite qui doit innover. Celle qui a la vision de la société et celle qui peut proposer justement des nouveaux paradigmes sociétaux. C'est-à-dire comment le Gabon peut évoluer et quelles sont les références sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir justement réussir ce développement. Et là, on a besoin d'une élite qui est généralement scientifique, car c'est elle qui pose les fondamentaux du nouveau paradigme à mettre en œuvre. Ensuite, il y a l'élite économique, celle qui crée la richesse, celle qui assure le moteur du développement. Et puis, il y a l'élite, on va dire, intellectuelle, celle qui est dans la sociologie, celle qui réfléchit sur les valeurs, celle qui réfléchit sur l'impact que nous pouvons l'impact que nous pouvons ressentir quand des forces extérieures agissent parfois de manière positive ou négative sur la nation. Voilà ce que je peux dire de manière ramassée sur l'élite dans une nation et sur son rôle, indépendamment des pays, indépendamment des nations. Très bien. Alors, je vais donc me tourner vers M. Obiang. Alors là, je vais vous demander, à votre niveau, toujours dans le cadre donc, de cette, on va dire, de planter le décor, par rapport un peu, si vous nous faites un peu l'histoire un peu de cette élite, est-ce que là également, voilà, qu'est-ce que vous pouvez avancer comme élément à la suite de ce qu'a dit M. Ngomo? Bien, à la suite des définitions données par M. Privan Ngomo, je dois dire qu'il a situé de manière objective ce qu'on entend par une élite dans un pays, son rôle, et naturellement les dérivés que pourrait apporter cette élite dans la gouvernance, dans la direction du pays. Très bien. Mais il y a, pour nos pays, nous sommes des pays qui sortons de l'esclavage. Ne jamais l'oublier. Nous avons connu la colonisation. Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes des soi-disant républiques indépendantes, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un simple transfert de compétences de colons, n'est-ce pas, aux nationaux. Ouais. Le rappel historique va se charger de nous démontrer quelles ont été les raisons pour lesquelles l'élite politico-administrative de notre pays accuse du retard dans le développement du pays. Commençons par l'histoire coloniale. Je ne serai pas long, je mettrai juste des grands traits. Lorsque la colonie du Gabon a été, n'est-ce pas, prise en charge par la France,
elle a été par la marine royale française, parce qu'à cette époque-là, la France n'est pas une république. C'était un royaume sous Louis-Philippe IV. Boué-Villomètre, il est là, envoyé comme explorateur pour voir comment trouver un point de relâche pour les navires. Ce point de relâche est essentiel pour la France. Pourquoi? Parce que la France venait de signer le 3e accord bilatéral avec l'Angleterre sur la poursuite des navires négriers qui transitaient par l'Atlantique Sud pour aller soit vers le Brésil, soit vers les Caraïbes, soit vers les États-Unis. Et donc, il fallait associer, mutualiser les forces maritimes de ces deux pays à la suite de cet accord pour arraisonner, c'est le terme marin, arraisonner les bateaux qui transitaient par l'Atlantique Sud. Vous avez le cas de l'Élysée. Exactement. Ensuite, le comptoir de point de relâche pour les navires, c'est devenu un comptoir commercial. Ça veut dire qu'il y a déjà des relations qui s'établissent entre le colon et nous. Ce n'est plus simplement un point de relâche pour la réparation, l'approvisionnement des navires et tout. Ça devient maintenant un comptoir, donc des échanges commerciaux. De comptoir, on est arrivé à la colonie. Je m'explique. Pourquoi le Gabon devient comptoir dans un premier temps? Il devient comptoir parce que, colonisé par la marine royale, les grands commerçants français, bordelais, nantais et autres, trouvaient qu'il était bon que tout le long de la côte occidentale, on installa des comptoirs commerciaux pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des produits qu'ils appelaient à l'époque des produits exotiques. Le caoutchouc, l'ivoire. Que c'est, les épices et tout ça. C'est sur cette base-là que le commerce triangulaire est né. Mais également aussi peut-être commencer à déverser les produits issus des industries. Nous y allons, nous y arrivons. Nous y arrivons, parce que tous les pays européens n'ont pas connu à la même époque la révolution industrielle, mais commençaient à déverser quelques produits, n'est-ce pas, sur nos territoires, à l'inverse, ramasser des produits ici pour aller les revendre ailleurs. Exactement. Ensuite, maintenant, quand le Gabon devient colonie, nous sommes partis de la marine royale française qui vient sur notre territoire, établir les contacts, signe les traités avec les chefs et tout ça. Nous arrivons maintenant, après la défaite de Sedan, n'est-ce pas, la défaite française à Sedan en 1871, nous arrivons à la Deuxième République en France. Et la Deuxième République, qui, elle, n'est plus militaire, elle est sortie du royaume, devient une république, veut installer, n'est-ce pas, une administration civile. C'est le début de la colonisation civile. Exactement. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, que va-t-il arriver? Le colon va s'installer. Il commence à construire des structures administratives pour pouvoir abriter ses services et donc se servir d'une élite locale qui, à l'époque, est composée des chefs traditionnels, des chefs de région, des chefs de clan, ainsi de suite, qui avaient une certaine notabilité connue et reconnue. Ils s'en servent comme élément premier pour asseoir leur domination, c'est-à-dire, en fait, ils s'en servent comme auxiliaires pour aider le colon à s'installer. Ensuite, d'auxiliaires, ils vont commencer à mettre en place un système éducatif, des écoles missionnaires, des collèges, ainsi de suite, pour commencer à former in situ une petite élite des auxiliaires qui sont prêts à accompagner le colon. Les évolués, comme on les appelait. Ce sont eux qui deviendront, justement, des évolués par rapport aux autres qui avaient le statut d'indigènes. Indigènes, tout à fait. Bien, ces évolués seront naturellement les premiers à occuper les postes dans l'administration coloniale et dans les différents grands commerces, SHO, Secagalis, que sais-je encore. Vous voyez. Et par la suite, n'est-ce pas, la France met en place son système de gestion de la colonie. C'est une colonie d'exploitation. La France n'a jamais voulu que le Gabon devienne une colonie où on pourrait, à la limite, amorcer un début de développement, malgré toutes les richesses déjà découvertes. Je vous rappelle que l'une des principales richesses pendant la Première Guerre mondiale, et qui venait du Gabon, c'était l'Okoumé. Servait à fabriquer les avions, ainsi de suite, et même à servir dans l'industrie d'ameublement en France. Alors, vous savez comment s'appelle l'Okoumé?
nous le connaissons depuis la nuit des temps. Mais le nom scientifique de l'Okoumé, c'est Okoumea Kleneana, du nom d'un spiritain, un prêtre, qui l'aurait découvert, alors que nous, on en faisait des pirogues depuis. Ça nous servait de torche indigène et tout ça. Bien. Le moupitou, comme on dit en langue. Voilà, le moupitou. Tiens, un boutiste, vous. Bon, et donc, du coup, on en arrive donc à la mise en place du système colonial. Ce système, la France étant pas un pays très riche, ne disposant pas de matières premières, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un tel système, puisque c'était une concurrence européenne. Et vous savez que les deux grands pays qui ont eu les plus grands empires sur la planète Terre, c'est l'Angleterre et l'Angleterre. L'Angleterre et la France. Et oui, sur les 5 continents. Bien, parce que nos amis américains, qui semblent donner des ordres aujourd'hui au monde entier, furent aussi une ancienne colonie anglaise. Exactement. C'est la guerre qu'ils ont fait contre les Anglais, la guerre d'indépendance, qui les a libérés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens l'oublient. 1776. Bien. Du coup, ils mettent en place ce système. Mais pour que le système fonctionne, il fallait qu'il y ait une élite qui est quand même un peu appris, qui sait lire, écrire le français, pour être les auxiliaires dans l'administration. Il fallait que cette élite, abrutie par les religions, soit plongée aussi sur le plan spirituel, dans des formes de cercles philosophiques ou de cercles vertueux, comme vous pouvez les appeler. De toute façon, ceux qui me suivent comprennent. Très bien. Et c'est cette élite-là qui arrivera jusqu'en 1946, lorsqu'on crée l'Union française, la constitution de l'Union française, c'est-à-dire la France métropole associée à ces colonies, qui forment un tout, un seul bloc. Donc vous voyez que là encore, il n'y a pas de velléité de développer l'Afrique. Toutes les colonies françaises étaient des colonies d'exploitation. On a eu quand même quelques colonies de peuplement. Les colonies de peuplement, c'est peut-être dans d'autres systèmes, mais... Oui, on a quand même eu l'Algérie, qui était une colonie de peuplement. Non, l'Algérie est un cas particulier. Pourquoi? Parce que l'Algérie fait partie de ce qu'on appelle une revanche. Lorsque les Français perdent en 1871 à Sedan, sous Napoléon III, ils veulent prouver aux autres nations européennes qui ne sont pas en reste comme ils l'ont toujours fait. Et donc, le premier pays qu'ils vont conquérir pour en faire un territoire, c'est-à-dire une excroissance de la France, c'est l'Algérie. Donc vous voyez que nous n'avons pas le même statut. L'Algérie ne peut pas être considérée comme une colonie française. Non, c'était un territoire français. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour aller droit au but, De Gaulle s'en est servi comme base arrière. Après l'occupation par les troupes allemandes, ils se sont retranchés en Algérie. Voilà. Donc c'est pour dire que lorsque nous parlons de cette élite, c'est elle qui a continué jusqu'à nos jours, depuis les indépendances. L'indépendance n'a été qu'un simple transfert de compétences entre le colon qui partait et les nègres que nous sommes, qu'on avait préparés à assumer les tâches. Pour servir qui? Pour continuer à servir le colon, mais chez nous, parce que nous y étions parqués, surveillés, dirigés par nos propres compatriotes. Les Léon-Ban ont connu ce phénomène, les Boganda ont connu, les Fulbert Youlou, l'homme du Togo, là, comment il s'appelait, celui qui a été assassiné, le président du Togo, Sylvanus Olympio, et les autres, les Modibo Keïta, et ainsi de suite, ils ont connu le même phénomène. Ça veut dire que la réalité de l'élite, à partir de ce moment-là, l'élite politico-administrative, je dis bien, était que vous devez nous servir, mais étant chez vous. Par les temps modernes, nous parlions maintenant de France-Afrique. La France-Afrique est née de cela. C'est-à-dire des nationaux qu'on avait formés pour continuer à piller leur pays, à servir le colon français, mais en étant au sommet de la pyramide, comme il venait de le dire, mais dans notre pays. Au sommet donc des autres nationaux. Voilà la réalité de l'élite. Et comme elle a été enfermée spirituellement dans des cercles que je n'appelle pas des cercles vertueux, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système qui continue, qui lui-même est un système préparé pour les pays africains, donc les anciennes colonies françaises, qui elles-mêmes sont enfermées dans un autre système, la France-Afrique. La France-Afrique est enfermée dans un autre système, c'est un jeu de pyramide et d'étage. Le système capitaliste
occidentale. Oui. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, regardez bien le fonctionnement, les structures, les constitutions des pays francophones. C'est toujours pour servir le colon. Et les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, vraiment je résume, je ramasse comme ça, bon, ceux qui sont intéressés n'ont qu'à lire les livres, je peux vous en donner quelques-uns. Vous prenez par exemple Jean Ziegler, tout soupçon, ces banquiers qui nous gouvernent, c'est le même auteur. Vous prenez François Golm, le Gabon et son nombre, pour ceux qui, comme vous, aiment lire, vous lirez, vous trouverez toutes ces histoires racontées de fond en comble. Mais comme nous sommes pris par le temps, nous sommes obligés de limiter nos interventions. Donc du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui. Quelle est la part de responsabilité de l'élite politico-administrative de notre pays dans le retard que nous observons et qui nous pose des problèmes jusqu'à l'heure où nous parlons? C'est simplement parce que nous avons ce passé-là et sans le savoir, ces gens-là ont l'impression, n'est-ce pas, d'agir pour notre pays, mais en réalité, ils servent les intérêts de qui? Les intérêts de la France. Exactement. Parce que nous continuons, à travers les accords, la monnaie, le franc CFA. Ce n'est pas notre monnaie. Ça a été décidé sans nous. Ce n'est pas un simple décret que le franc CFA a été créé. En décembre 1945. Ouais. La culture, tout ce que nous faisons, le sol, le sous-sol, tout a été décidé ailleurs. Ça veut dire que les autres font des projections sur 50, 100, 200 ans, pendant que nous raisonnons au jour le jour. Nous faisons du pilotage à vue sans avoir des projections qui nous permettent d'établir des véritables planifications de notre développement. Très bien. Parce que le projet de société est une chose, la planification du développement d'un pays est une autre chose. Et je voudrais terminer en disant que depuis un moment, nous suivons un peu le gouvernement s'exprime et d'autres émissions, qu'on ne confonde pas la croissance et le développement. Tout à fait. Je vais en donner quelques définitions tout à l'heure. Je m'arrête là pour l'instant parce qu'on va continuer. Très bien. Alors, je reviens vers vous, M. Ngomo. Je voudrais qu'on insiste un peu sur l'historicité ici, parce que déjà vous-même, vous êtes un féru d'histoire. Et bien. Puis, je pense que pour bien comprendre le phénomène sur lequel nous débattons ce soir, il est important effectivement d'insister sur cet aspect. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez d'autres éléments que vous pouvez donc juxtaposer à ceux qui ont été donc tout de suite présentés par M. Obiang? Oui, bien sûr. Sur le plan historique, hein? Sur le plan historique, l'Afrique pré-esclavagiste, l'Afrique antique. Là, on remonte un peu plus loin. Bien sûr, avant l'émission euro-asiatique, donc des Occidentaux. L'Afrique avait une organisation où l'élite avait toujours une démarche consensuelle. C'est-à-dire que les points de vue pouvaient être différents, voire contradictoires au début de la discussion, mais à la fin de la palabre, et cela prenait parfois du temps, on arrivait à une position consensuelle qui tenait compte des intérêts des différents courants qui s'étaient exprimés. Et cela gardait donc ensemble le groupe et la communauté pouvait continuer à avancer. Il n'y avait donc pas une majorité qui s'imposait à une minorité. Il y avait toujours ce consensus qui garantissait l'unité des Africains, d'accord, et l'unité de la communauté en question. Avec l'éruption des Occidentaux, nous allons assister à une fracture, à une rupture intellectuelle et même sociologique. Nous allons désormais avoir certains Africains qui vont jouer le jeu de l'auxiliaire occidental, qui vont prendre fait et cause pour la vision occidentale, parce que leurs intérêts sont garantis. Et vous aurez une autre élite qui, elle, va refuser justement cette volonté de domination des Occidentaux. Et cette rupture existe jusqu'aujourd'hui. Il a parlé de l'élite qui a signé des traités. Il a parlé de l'élite africaine qui a participé à la traite négrière en vendant les frères. Mais il y avait également une élite militaire qui a refusé et qui s'est battue pour que notre pays, le Gabon, ne soit pas un territoire français. Vous avez quelques noms? Vous avez le nom des Mantolé, qu'on appelle aussi Hassan Mefa. Vous avez le nom de Nyona Makita, qu'on appelle aussi Mavorolo. Peut-être nous préciser aussi les régions dans lesquelles ils ont agi. Mantolé, c'est le Moyen-Ogooué. Mantolé, c'est dans le Moyen-Ogooué. Dans la région de Ndjolé. Voilà, dans la région de Ndjolé. Nyona Makita, c'est dans la région de Langounié. Wongo, c'est dans la région de Logoué-Lolo.
Et Bombé Anyangé, un chef Mitsogo, c'est dans la région de Langounier. Voilà. Mais vous avez d'autres chefs dont on ne parle pas souvent. Je vais citer quelques noms. Vous avez Nyangé Nyoma, chef Urungu. Nous sommes là en 1862. Vous avez Rempole, chef Seke. Nous sommes là en 1873. Vous avez Ayambepa, 1873. C'est un chef Seke. Vous avez Azizé Indjele. Rempole, c'était un chef Enenga, plutôt. Rempole, c'était un chef Enenga, oui, effectivement, vous avez raison de corriger. Vous avez Azizé Indjele, qui est un chef Urungu. Dans les lacs, dans le Moyen-Orient. Tout à fait. En 1874, c'est Azizé Indjele. Vous avez Akimoin, chef Kélé, 1882. Vous avez Mani Michondo et Mambani, 1889, sont des chefs Vili. Vous avez le chef Wanji Bamba, ils sont là en 1900. Vous avez le chef Fang Dombogué, ils sont là en 1902. Vous avez le chef Dambomo, qui s'appelle Chiba Munene, Wa Dambomo, nous sommes en 1908. Vous avez les Bizima, qui était en fait un mouvement de résistance au Fang. Et puis vous avez le chef Wanzi, en 1916, Zombu Amutu. Donc, il y a eu cette élite-là qui a refusé d'accepter que le blanc, le français, prenne possession de notre terre. Puis il y avait une autre élite qui, elle, s'est rangée. Et finalement, n'ayant pas eu le soutien de leurs frères, l'élite africaine a fini par être militaire, a fini par être vaincue. Bien. Donc, ce sont les aspects que je voulais apporter. Si vous me permettez de poursuivre, je vous en prie, sur l'aspect historique. Effectivement, il va avoir cette rupture qui va se poursuivre jusqu'aujourd'hui. Pendant la colonisation, il y a des Africains qui ont refusé de jouer le jeu, qui ont refusé d'être chrétiens. Ils ont été tués, ils ont été brûlés, on leur a coupé la tête. Les Africains qui ont refusé de participer justement à l'administration coloniale et des auxiliaires. Ils ont été pourchassés, ils ont été tués. Donc à chaque fois, nous aurons toujours, depuis l'éruption des Occidentaux, cette différence de comportement entre des Africains fiers qui refusent de s'aplatir, qui lèvent la tête et qui n'ont pas toujours le soutien de la grande masse et qui finissent par être isolés, parfois trahis. Et puis il y a les autres qui, par couardise, par peur, ont décidé de ne pas être des patriotes et puis de se ranger sous la férule donc de l'oppresseur. Ce sont des comportements qui aujourd'hui sont encore constatés aujourd'hui. Et quand nous allons entrer dans les différents plans de ces comportements, nous verrons justement que cette rupture n'est pas démentie. Est-ce que nous pourrons aborder la question des responsabilités, bien sûr, de l'élite gabonaise dans le retard de développement, ou bien il y a encore autre chose à ajouter? Non, avant d'aborder... Oui, monsieur non, oui. Avant d'aborder, toujours dans l'historicité, avant d'aborder la question de la responsabilité, il faut maintenant fractionner, n'est-ce pas, cette historicité en période clé. D'accord. J'aimerais prendre pour exemple la période de Léon Mba, premier président du Gabon. Comment Léon Mba accède-t-il au pouvoir? En 1957, il est vice-président du Conseil territorial, n'est-ce pas? Il est en même temps élu maire de Libreville, la même année, le 19 novembre 1957. Comment devient-il Premier ministre? Il devient Premier ministre parce que la majorité des Gabonais ayant refusé, n'est-ce pas, le référendum sur la communauté franco-africaine, en 1946, c'était l'Union française. De Gaulle propose la communauté franco-africaine, toujours avec le même dessein, c'est-à-dire faire en sorte que la France soit la métropole qui dirige tout. Les colonies ne sont là que pour lui apporter, n'est-ce pas, ce qu'ils posent, n'est-ce pas, ce qu'ils produisent, ce qu'ils ont dans leur sous-sol. Donc, la plupart des Bam Jean Hilaire, René Souzade et Boucavel ayant refusé, on propose donc au Gabon en disant, bon, puisque vous refusez, on va vous donner les indépendances. On s'y préparait déjà. Qu'est-ce que De Gaulle met sur la table? Non mais attendez, monsieur bien. Oui, je sais. D'accord, parce que vous dites refuser, parce que moi, voilà, on a toujours... Léon Mba voulait que le Gabon soit
un département français. Pourquoi? Parce qu'il estimait que la colonisation française a trop favorisé Brazzaville au détriment de Libreville. Il en a même fait un problème, rappelez-vous, peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, mais en 1961, nous avons eu maille à partir avec les Congolais. Pourquoi? À l'issue des matchs de football, les hommes avaient posé le problème aux colons en leur disant, écoutez, le Gabon ne peut pas devenir la vache à lait de l'AIF. Il est temps maintenant que le Gabon agisse pour les Gabonais et par les Gabonais eux-mêmes. C'est le fameux Gabon d'abord. Ça nous a créé un premier problème avec les Congolais à l'époque de Fulbert Youlou. On en a massacré de part et d'autre. C'est ce qui a même fait revenir de la capitale fédérale, n'est-ce pas, beaucoup de Gabonais qui se trouvaient à Brazzaville. Notamment la famille Bongo. La famille Bongo. Elle est rentrée à l'issue de cette querelle entre les Gabonais et les Congolais. Bien. Mais de l'autre côté aussi, il faut rappeler, ça c'est bon pour ceux qui veulent bien apprendre l'histoire, que Jean-Hilaire Obama a été maire à Brazzaville, à Poto-Poto, était maire de Brazzaville. Ouais. Et que c'est à la suite de cette séparation nette de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, en territoire autonome, que les Gabonais qui étaient au Tchad, en Centrafrique, à Brazzaville, rentrent au Gabon. Et dans les bagages de tous ces Gabonais se trouve la famille Bongo. Exactement. Se trouve par exemple la famille de celui qui avait été lui aussi à Fort-Lamy, un Gabonais. Monsieur Mpongwe, j'oublie son nom. Fort-Lamy qui est devenu N'Djamena. Qui est devenu N'Djamena, il était maire là-bas, il s'appelait... Bon, le nom me reviendra. Son nom rentré. Et ils deviennent, de ce fait, les premiers cadres du pays autour de Léomba. Mais il se trouve que Léomba est un peu contesté. Il est contesté parce que les autres lui disent, ben, écoute, si tu veux être président, il faut que tu sois élu. Tu n'es pas élu, c'est le jeu constitutionnel par la reconnaissance juridique du Gabon en tant que pays ayant acquis la souveraineté juridique et non pas l'indépendance, qui fait de toi le Premier ministre, mais pour que tu passes président, il faut que tu te fasses élire. Parce que quand Léomba fait la proclamation de l'indépendance le 17 août 1960, il est Premier ministre. Bon, on est par abus de langage, on appelle le président Léomba, mais il n'est pas élu, il est Premier ministre et maire de Libreville. Mais du fait que nous soyons indépendants, on lui donne ce titre. C'est pour ça qu'en 61, les autres posent le problème en disant, oui, mais tu portes un titre, tu n'as jamais été élu, il va falloir qu'on prépare les élections. Que fait-il? Il dissout l'Assemblée nationale. Il place son ami, voilà, lui Bigman, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez déjà l'élite politique par où les petites guerres ont commencé. L'élite politique de notre pays. À peine les Blancs viennent de partir, c'est les querelles qui commencent maintenant. Qui sera chef? Qui sera sous-chef? Qui sera ceci? Qui sera cela? Et je me rappelle de ce qu'avait dit une fois le vénérable... il était sénateur à l'avant-dernière législature, Ndoumou de Franceville. Il avait dit, lorsque nous sommes rentrés, la plupart des cadres voulaient vivre comme les Blancs. Certains rentraient avec des femmes blanches, d'autres demandaient les mêmes privilèges que les Blancs, mais en oubliant que les Blancs sont partis, nous laissent un pays pratiquement vide, ils n'ont pas fait grand-chose, puisque pour eux, c'était une colonie d'exploitation. Donc, ils ont construit quelques routes, quelques structures administratives, et il fallait donc que le Gabon se mette à construire un État. Les structures administratives qui vont avec, le déploiement de l'administration sur l'étendue du territoire, et ainsi de suite. Donc vous voyez, nous ne sommes pas partis de... Nous ne sommes pas à la lettre là, puisque même en 2026, Oligui, Brice Clotaire, retrouve le même problème, puisque lui aussi s'attaque aux infrastructures. Pourquoi pendant 65 ans... On est resté à la case départ. On est resté à la case départ. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Nous sommes enfermés dans un système qui lui-même obéit à un autre système. Ce système-là obéit à un autre. Il y a le système de l'impérialisme occidental qui est au-dessus. Au deuxième étage, vous avez le système colonial français avec la France-Afrique. Et en dessous, vous avez le système de gestion... France-Afrique. Le système de gestion et de gouvernance des États
africains, des anciennes colonies africaines. C'est ce qui fait que lorsque vous n'appartenez pas à ce système, comme vient de le décrire, les chefs qui se sont opposés, mais c'était des révolutionnaires pour leur époque, puisque, regardez bien, ils ont lutté, mais si vous avez poursuivi l'histoire de ces messieurs, vous verrez que Mavourlou a été trahi par les siens. Vous verrez que Mantolé a été trahi par nos frères que nous appelons les Gallois, dans le Moyen-Ogooué. Parce qu'eux, ils s'étaient déjà alignés avec les colons par le protestantisme qui est rentré dans le Moyen-Ogooué. Donc il y a là des pages d'histoire qui doivent nous révéler, n'est-ce pas, pourquoi les choses en sont encore à l'état où nous sommes et pourquoi nous avons tant de difficultés à mettre en place des programmes de développement soutenus, des perspectives, des projections sur 10, 20, 30 ou 40 ans pour que nous sachions où nous allons. Nous avons un ministère du plan. Je vais terminer par là. Je me rappelle que ce ministère avait été purement et simplement aboli. Sous le magistère, d'abord du président Bongo, vers la fin, et sous le magistère d'Ali Bongo. Pourquoi ? Selon Ali Bongo, vous pouvez retrouver ses paroles aux archives, il ne voyait pas l'utilité d'un ministère du plan qui ne lui apportait rien, puisqu'il était obligé de prendre toutes les décisions tout seul. Ça veut dire que la planification ne servait à rien du tout. C'est comme ça qu'il avait décidé de le fermer. Et il ne l'a pas fait que pour le ministère du plan. Il l'a fait pour le ministère des Travaux publics. Vous vous rappelez qu'il avait suspendu le ministère des Travaux publics pendant 1 an. Il a suspendu le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pendant 1 an aussi. Blaise Homé est encore là. Il peut le confirmer parce qu'il s'est retrouvé ministre avec juste son cabinet. Mais le ministère a été suspendu. Donc c'est pour dire que nous avons eu certes des velléités de résistance. Nous avons eu des révolutionnaires qui, eux, avaient déjà compris. Mais combien d'entre nous ont su résister à l'appât du gain, aux privilèges et à tout ce qu'on leur promettait pour piller, pour servir, n'est-ce pas, dans dos colons pour le compte de l'ancien colonisateur. Très peu. Très bien. Je vous prends en dernier, toujours dans le cadre du transfert des compétences. Saviez-vous que dans ce cadre-là, en dehors des problèmes que vous connaissez, les compétences données aux Français, il y a des accords secrets. Ces accords secrets visaient quoi? L'un d'entre eux visait par exemple à protéger toute l'élite politico-administrative de notre pays. Tant qu'elle sert? Tant qu'elle sert le colon. Léon Bassier est opposé vers les derniers temps, et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Bon, on raconte des histoires aux gens en disant qu'il est mort d'un cancer. Léon Banaï n'est pas mort d'un cancer. Léon est mort empoisonné. Je regrette, je le dis en mondovision, Léon Ba est mort empoisonné, mais un poison lent, parce qu'il fallait qu'il signe quelque chose qui n'existait pas dans la Constitution gabonaise. C'est-à-dire aller aux élections dans un ticket avec un vice-président. Il faut quand même que des documents qui sont aujourd'hui déclassifiés soient mis à la portée des gens. Nous avons les archives nationales, nous avons notre père, notre grand-père, Gaston Pochombo, qui a écrit là-dessus. Ce n'était pas n'importe qui, Gaston Pochombo, c'est quand même le créateur des archives nationales du Gabon. Il a écrit deux ouvrages. Celui qui a été le premier bachelier du Gabon, c'est lui? Non, il était biologiste. Le premier bachelier, c'est le fils d'un des chefs pongouais. Ça, c'est dans les années 1800. Bien. Mais Gaston Pochombo a écrit 2 ouvrages très importants. L'affaire Léon Ba. Il faut lire cet ouvrage. Il est là aux archives nationales. Et il a écrit un autre livre où il relate les choses de son époque. Ça nous éclaire. Très bien. Sous une lune différente, ce qui s'est passé. Il y a Émile Mott qui a aussi écrit. Ancien recteur de l'Université Mali. Ancien recteur de l'Université, ancien ministre de la Culture, qui a écrit sur cette période, notamment, le livre s'appelle « À Libreville, c'était hier ». Bon, c'est un livre en collaboration avec d'autres ethnologues, d'autres anthropologues. C'est des choses qui existent. Et aujourd'hui, les documents déclassifiés de l'État gabonais peuvent nous permettre de dire un certain nombre de choses. Sur la base de ces documents, nous n'inventons rien du tout. Très bien. Parce que, non, monsieur Mouka, une petite minute. Je vous en prie. Je le dis pourquoi? Parce que je connais la manière dont les Gabonais interprètent les choses. Je vous dis, ce bouquin existe là, aux archives nationales. Mais le mal, c'est que les Gabonais... Mais ils ne lisent pas, donc ils ne nous fassent pas du tort en disant nous inventons des choses. C'est quand même un père à nous, monsieur Gaston Pochombo. Moi, je l'ai bien connu
quand je préparais la maîtrise, je l'ai bien connu. Il m'a même aidé à écrire quelques chapitres. Il a beaucoup écrit, mais il faut lire, c'est un compatriote. Là, au moins, on ne dira pas qu'on est allé chercher loin. C'est là aux Archives nationales. Et vous allez voir que vous apprendrez énormément de choses sur le Gabon. Mais pour terminer, nous en sommes encore là. Et puisque nous sommes là et que nous constatons cela, nous avons voulu traiter de ce sujet pour que ceux qui nous gouvernent et nos propres compatriotes comprennent que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Tout à fait. Et il faut donc qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on tienne compte de ceux qui ont des idées, ceux qui apportent et de l'innovation, et du savoir, et du savoir-faire, et de l'inventivité, pour que le pays puisse avancer. Notre ministère du Plan doit être non seulement un ministère du gouvernement, mais doit planifier le développement. C'est-à-dire proposer au président, n'est-ce pas, une planification sur 10, 15 ou 20 ans. Prenons un cas. Vous êtes de l'éducation nationale, monsieur Bouka. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a déjà prévu quelle sera la population scolaire du Gabon l'an prochain? Je ne veux même pas dans 10 ans, mais l'an prochain. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, il n'y a pas de statistiques chez vous. Or, c'est maintenant que votre ministère devrait s'interroger en disant, mais l'an prochain, on aura combien d'élèves? Combien d'enseignants il faut? Combien de structures pour accueillir les enseignants? Et le président, lui, il a déjà anticipé. Il a promis 1000 logements aux enseignants. Mais si le ministère de l'Éducation ne forme pas les enseignants, les gens qui vont bénéficier de ces logements, ce sera qui? Bon, mettons ça en point d'interrogation. Non, c'était simplement pour apporter un peu du blé à moudre, n'est-ce pas, à la réflexion de tout le monde. Parce que, comme l'a dit Briva, nous sommes là chargés de faire un devoir de pédagogie. Et nous nous rendons compte que ceux qui viennent derrière nous n'ont pas parfois ce type de connaissances. Or, pour qu'on agisse de manière efficace pour notre pays, il faut avoir ce feedback, c'est-à-dire ce regard en arrière, dans le rétroviseur. Parce que l'histoire est la science qui permet le développement des sociétés humaines. Si vous n'avez pas une bonne connaissance de votre propre histoire, vous ne pouvez pas avancer. Ce n'est pas en imitant les autres qu'on avance, puisque vous ne préparez rien. L'étude du passé donc, permet donc de comprendre le présent et prévoir l'avenir. Et de prévoir l'avenir, voilà. Alors, je me tourne vers M. Ngomo. Là, on va basculer là directement, déjà donc pour faire le lien avec ce qu'a dit M. Obiang, sur la responsabilité des élites dans le retard. Voilà. On va en parler. Oui, là nous entrons vraiment dans le vif du sujet, après donc les prolégomènes qui ont porté sur l'historicité et puis la définition et le rôle de l'élite. Il faut commencer par catégoriser cette élite. Nous avons l'élite politique et parlementaire. Très bien. Nous avons l'élite des élus locaux, c'est-à-dire les conseils municipaux ou les conseils départementaux. Nous avons l'élite administrative. Nous avons l'élite militaire. Nous avons l'élite religieuse. Nous avons l'élite économique et financière. C'est cette élite-là, en fait, dans ces différentes catégories, qui a failli. Je vais donner quelques chiffres pour que les gens comprennent à peu près de quoi nous parlons quand nous disons élite au Gabon. Si vous prenez... Sans t'interrompre, tu donnes quelques chiffres, mais tout en demandant à nos téléspectateurs d'aller vérifier ces chiffres-là, parce que parfois ils croient que nous les inventons. Oui. Voilà. Bon, ils comprendront que nous préparons avec beaucoup de sérieux ces émissions. C'est dans ce sens-là. Et que nous faisons naturellement des recherches. Car nous allons dire des choses en Mondovision qui vont être vérifiées. Et donc si certains estiment que nous avons dit des choses qui sont erronées, eh bien ces personnes peuvent venir dans les mêmes sources. Vérifier sur le terrain. Et même venir en Mondovision nous apporter la contradiction. Voilà. Je pense que l'émission passe en direct donc, sur les réseaux sociaux. Ils peuvent déjà intervenir sur Facebook. Tout à fait. Voilà. Donc j'en étais à la catégorisation de l'élite gabonaise pour voir comment cette élite, dans ses différents compartiments, a failli. Je parlais de l'élite politique et parlementaire. Quand on s'en tient au paysage institutionnel qui a été dessiné après les dernières élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et locales. Nous avons aujourd'hui un exécutif qui est constitué de 31 personnes, et si on ajoute le président, ça en fait 32. Nous avons un Parlement qui compte désormais 215 membres. Si vous prenez l'Assemblée nationale, c'est 145 députés. Si vous prenez le Sénat, c'est 70 députés. Voilà pour ce qui est de l'élite. 70 sénateurs. Tout à fait, 70 sénateurs, pardon. Voilà pour ce qui est de l'élite parlementaire et politique. Précisément, exécutif.
Si vous prenez par exemple les élites des élus locaux, nous parlons à peu près de 1 millier de conseillers municipaux et de conseillers départementaux. Prenons maintenant l'élite administrative et militaire. L'élite administrative, la haute administration compte environ 98 000 agents publics. C'est-à-dire les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les directeurs techniques, les chefs de service, voilà. Et donc, lorsque l'on regarde l'élite, c'est environ 600 à 800 cadres qui occupent des postes stratégiques. Prenons maintenant l'élite militaire au Gabon, qui absorbe environ 36% des effectifs de la fonction publique, c'est-à-dire pratiquement plus du quart. Cette élite qui est militaire, composée de généraux et d'officiers généraux, regroupe environ 250 à 300 membres. Et sont eux qui occupent les postes clés de commandement. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'élite religieuse. L'élite religieuse qui est influente, c'est-à-dire les évêques, les imams, les chefs de congrégation, les églises de réveil. Les imams. Oui. Elle est estimée, on parle de l'élite, à environ une cinquantaine de figures morales. Une cinquantaine. Quant à l'élite économique et financière, c'est qui est censé produire la croissance, c'est qui est censé porter le développement. Dans le secteur pétrolier, minier, bancaire, on parle d'environ 400 à 500 patrons d'administration sociétaire. Quand on fait maintenant la synthèse pour avoir le chiffre global, donc avoir le nombre qui gouverne le pays dans ses différents compartiments, on constate que le monde politique et parlementaire, c'est environ 245 membres. On ajoute naturellement la Cour constitutionnelle, nous sommes à 245 membres, un peu plus. Les élus locaux, c'est 1200 environ. La haute administration, donc les cadres à des postes stratégiques, c'est 700 personnes. L'élite militaire, c'est 300. Et l'élite économique et religieuse, c'est 550. Au total, environ 2995 personnes, c'est-à-dire à peu près 3000, voilà. 3000 personnes, en fait, qui constituent l'élite du Gabon. Quel pourcentage à peu près de la population? C'est un pourcentage qui représente entre 0,11 et on va dire 0,15%, c'est-à-dire moins de 1%. Dans le documentaire, il disait que 1%. Elle se trompe. C'est encore plus bas. C'est 0,15%. Ouais. Donc nous avons 0,15%. Peut-être qu'elle a arrondi dans son calcul. Ouais. Alors c'est quand même un arrondissement par excès. On passe de 0,15% à 1%. Il y a une différence quand même de 0,85%. C'est énorme. Ouais. Bon, ce sont les chiffres qu'il faut aller vérifier. Voilà pourquoi nous avons besoin de statistiques. Car ça, ce sont les outils que nous disposons grâce à Internet. Mais il nous faut avoir un institut national, voire même régional, qui nous fournit ce genre de statistiques pour qu'on sache exactement combien de Gabonais constituent l'élite du pays dans ces différents compartiments et le rôle que ces Gabonais jouent. Quand on s'en tient pour l'instant aux chiffres que je donne, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant dans les différents secteurs? Prenons l'élite par exemple religieuse. Elle a péché. Elle a péché sur le plan spirituel et même mystique. Pourquoi? Parce que cette élite a renoncé à la spiritualité ancestrale, à la spiritualité africaine. Elle s'est déconnectée de nos réalités mystiques pour embrasser d'autres formes de religion. On a quand même, surtout avec était-ce par choix ou par soumission volontaire? C'était d'abord par imposition, donc, par soumission. D'accord? Ce qui concerne particulièrement la chrétienté. Bien sûr, ouais. Mais même aussi l'islam. Car l'islam ne vient pas d'Afrique, l'islam vient du Moyen-Orient. Là, c'est discutable. En tout cas, ça fera l'objet d'une autre discussion. Bien sûr, nous pourrons discuter un jour. Nous sommes sur une chaîne qui est très suivie par les musulmans. Les musulmans aiment la vérité, et donc nous dirons la vérité, même si nous ne sommes pas francs en contradiction, mais c'est ça le débat.
Donc, il y a déjà cette renonciation à la spiritualité ancestrale que nous constatons, cette déconnexion avec nos réalités antiques, mystiques, et ensuite embrasser les religions venues d'ailleurs et les cercles ésotériques. Voilà. Et il faut dire que quand les Occidentaux ont décidé de prendre possession de notre continent, de notre terre, le Gabon, ils ont envoyé des missionnaires pour briser, d'accord, la force morale et spirituelle qui nous aurait permis de résister. Ils ont donc envoyé le christianisme. L'islam n'est pas concerné, c'est vrai. Et quand ils ont pris possession du territoire, quand ils ont vaincu les dernières résistances, nous sommes là en 1930 environ, ils ont établi l'administration coloniale avec une armée militaire coloniale française. Tout à fait. La milice. La milice. Et là, il fallait maintenant avoir des auxiliaires gabonais qui allaient faire le jeu, comme l'a si bien expliqué le grand frère Nestor Robian tout à l'heure, quand il faisait état de l'historicité et des différentes périodes les plus importantes que notre pays a connues. Mais pour s'assurer de l'allégeance, pour s'assurer de la fidélité, de la loyauté des auxiliaires qui allaient donc occuper des fonctions importantes, eh bien, les Français ont pris soin de les initier dans les différents ordres, que sont la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix. Certains y sont allés par contrainte, d'autres y sont allés de bon cœur. Dans tous les cas, ils se sont mis sous une tutelle spirituelle qui n'était plus celle de l'Afrique, mais qui était désormais celle de la France. Et à partir de là, ils ont été naturellement corrompus et donc contrôlés. Corrompus spirituellement et contrôlés physiquement. Néocolonialisme en plein. Nous sommes dans le néocolonialisme en plein sur le plan spirituel et précisément sur le plan ésotérique et mystique. Endocolonial. Voilà pour la responsabilité qu'il faut pointer du doigt s'agissant de l'élite religieuse. Et comme je vous l'ai dit, le spirituel précède le matériel. La spiritualité vient avant la matérialité. Dès l'instant où vous contrôlez le spirituel d'un homme, bien vous contrôlez ses actions matérielles, ses actions matérialistes. Et là, nous entrons maintenant dans les autres compartiments. L'élite politique et parlementaire du Gabon. Si un jour on demande à nos élites de venir s'inscrire sur une liste en affirmant qu'elles sont francs-maçonnes, je peux vous garantir que les différents responsables qui appartiennent au comportement politique et parlementaire, à 90%, appartiennent soit à la franc-maçonnerie, soit à la Rose-Croix. Parce que c'est une condition pour la France d'avoir la haute main sur l'élite qui contrôle le pays. Car cette élite va la contrôler selon les injonctions de la France. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà déjà un premier aspect. Donc, nous avons un alignement france-africain de l'élite gabonaise parce que spirituellement contrôlé dans le cadre de la franc-maçonnerie. Si nous voulons ça dit que ce contrôle sur le plan spirituel est également valable pour l'élite politique. Tout à fait. Voilà. C'est indispensable, nécessaire, crucial, impérieux pour la France d'avoir des hommes politiques gabonais qui sont dans les obédiences que la France contrôle. À partir de là, elle contrôle la politique du Gabon. Vous êtes franc-maçon, vous êtes ministre des Mines, et vous voulez par exemple envisager de changer les accords miniers comme le fait le président Ibrahim Traoré, on le verra dans la seconde partie de notre thématique. Si votre maître maçon français vous convoque et vous demande de renoncer à cela, et que c'est lui qui vous a initié, c'est votre maître, il vous demande de renoncer, qu'allez-vous faire? Vous allez entrer en conflit avec votre maître maçon, ou bien vous allez continuer à maintenir la volonté de changer les accords miniers, parce que ces accords miniers ne sont pas faits à l'avantage du peuple gabonais. C'est une question fondamentale. C'est un dilemme que nos responsables politiques ont, il faut le dire. Donc si certains contrats ne sont pas changés, c'est peut-être parce que simplement les maçons qui sont en France et qui contrôlent les maçons gabonais s'assurent que les intérêts français qui ont été établis dans le cadre des accords signés de façon léonine à l'avantage de la France, ces accords ne changent pas. Donc ça peut expliquer pourquoi des problèmes sont posés et ne sont pas résolus par notre élite, car les problèmes sont posés par la France pour son intérêt contre nous. Et l'élite gabonaise qui est assujettie
aux obédiences françaises, maçonniques et rosicruciennes, ne peut pas aller à l'encontre des maîtres qui les ont installés. Donc, ça, c'est un premier point que je veux soulever avec beaucoup de franchise. Donc, on a cet alignement france-africain qui se fait sur la base de l'allégeance spirituelle, mystique, ésotérique. Et il y a cette peur que ceux-mêmes qui ne sont pas alignés ont face à la France. Oui, je ne suis pas maçon, mais si j'essaye d'affronter la France, si j'essaie de mettre en cause l'intérêt de la France, est-ce que je ne vais pas perdre la vie? Est-ce que je ne vais pas perdre mon statut, ma position sociale? L'élite a ce genre de questions. Quand on est prudent, et qu'un a essayé, il a été tué, ou bien a perdu ses avantages, eh bien, on se tait, on se calme. Ou bien on adopte la technique de la tortue. Ou bien on adopte la technique de la tortue. C'est une stratégie sur laquelle on peut revenir plus tard. Donc, voyez-vous, il y a une couardise face donc à l'oppression française, face à la domination française. Donc, il y a une élite qui n'a pas le courage, même si elle dispose en fait des qualités, elle n'a pas le courage d'affronter la France, de mettre en avant les intérêts de son pays et de dire à la France, nous ne pouvons plus accepter que vous taillez la part du lion quand nous n'avons rien. Il y a une élite qui n'a pas ce courage. D'accord, mais est-ce que le contexte aussi, quand on regarde un peu, déjà la population, on n'a pas la masse critique, sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel, beaucoup ne sont peut-être pas conscients jusqu'aujourd'hui qu'effectivement derrière tout ce qui se passe, on a une puissance qui tire les ficelles. Voilà. C'est bien vrai. Et puis le pays sur le plan infrastructurel, voilà, c'est un pays qui est facilement étouffable, qu'on peut facilement contrôler pour éviter que la situation n'échappe au contrôle justement de cette puissance-là derrière. Monsieur, permettez-moi. Tout à l'heure, en développant un peu dans le cadre du rappel historique, nous avons dit que lorsqu'on perd son âme, puisque nous sommes phagocytés, n'est-ce pas, par justement cette déperdition des valeurs ancestrales, par la rose-croix, la franc-maçonnerie, les crimes rituels et notre propre magie noire. Mais il va de soi que si vous avez un maître qui vous dit de faire ceci ou cela, si vous n'obéissez pas, vous connaissez la suite. Les francs-maçons, les rosicruciens exercent leur domination sur les individus exactement au même titre que la mafia. C'est la loi du silence. Vous êtes pour, vous êtes contre, terminé pour vous. Mais mieux, lorsque ces gens-là vous imposent des choses et que vous dites non, ça suffit, je n'en veux plus. Vous vous retrouvez dans le cadre des pays comme ceux de l'AES qui disent, bon écoutez, on a essayé tout ça, nous sommes toujours derniers alors que nous avons des pays riches. Ça, on n'en veut pas. Ouais. Vous ne voulez pas, on s'assoit, voilà ce que nous vous proposons. Vous n'êtes pas d'accord, le monde est si vaste, on peut aller ailleurs. Et si on retrouve les mêmes ailleurs, eh bien, nous ferons par nous-mêmes. C'est pour cette raison, par exemple, que observez bien, en Afrique aujourd'hui, le président Oligui, par exemple, je me rappelle qu'il y a une fois, quelqu'un m'avait posé la question, mais pourquoi votre président ne veut pas suivre le même chemin que les présidents de l'AES et ainsi de suite? Je leur ai dit, il ne faut pas confondre certaines situations par rapport à d'autres. Nous sortons de très loin, nous les Gabonais. Nous avons un jeune président, il essaye, malgré toutes ces contraintes, de prendre quand même des décisions courageuses. Il faut le citer. Bien sûr. Quand il a repris les parts d'Assala, il fallait du courage. Bien sûr. Quand il a repris les parts de Sekagadis, il faut du courage. Quand il a demandé la révision des accords de pêche, il faut une certaine dose de courage. Quand il demande la revisitation des contrats miniers, n'est-ce pas? Il faut une dose de courage. Et vous avez vu que lorsqu'il a touché à ce phénomène-là, moi j'appelle ça phénomène parce que depuis les indépendances, personne ne peut vous dire ce que le manganèse et l'uranium nous produisent. Nous savons que bon, avec notre uranium, on a construit des centrales à gauche et ailleurs. Nous avons même donné gratuitement à la France une pile atomique naturelle qui aurait pu nous permettre d'avoir une centrale nucléaire. Et tout le Gabon serait éclairé. Aujourd'hui, on n'aurait pas de laissage. Mais nous avons offert à la France gratuitement. Qu'en ont-ils fait? Eh bien, ils l'ont fractionné. Ils ont construit des centrales nucléaires à gauche et à droite, et nous étions chargés d'approvisionner ces centrales. La France n'a pas d'uranium, n'a pas de manganèse. Ouais. C'est vous dire que ce que le président Oligui essaie de faire, je parle là au niveau du Gabon, c'est que
il se trouve enfermé dans ces carcans étroits qui l'étouffent, mais il a un projet pour le Gabon. Et ceux qui estiment qu'il est temps de sortir de là doivent lui apporter leur soutien, comme moi je le fais. Parce que je comprends les fourches codines dans lesquelles il se trouve. Même si on écoute des sons de cloche à gauche et à droite. Mais je vous assure que être président du Gabon et avoir hérité d'un Gabon tel que Oligui Nguema a hérité, il faut quand même être suffisamment courageux. Très bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, je ne cesserai jamais de le dire, moi je lui apporte mon soutien. C'est important de le dire. D'ailleurs, soutien d'ailleurs apporté aussi par M. Ngomo. Mais c'est ce que nous faisons, c'est pour le soutenir, c'est pour l'éclairer, lui donner une nouvelle lecture. D'autant que je suis le conseiller du président. Bien sûr. Donc je le soutiens forcément. Maintenant, c'est un soutien critique dans la mesure où il faut apporter la vérité. Et souvent dans son entourage, très peu sont d'avis qu'il faut dire les choses en toute sincérité. Donc je vais finir sur la responsabilité de l'élite politique et parlementaire en disant que, en plus d'être aligné sur le plan france-africain, en plus de manquer de courage en affrontant la France pour défendre les intérêts du Gabon, cette élite fait montre de beaucoup d'égoïsme et pratique vraiment la politique du ventre, ne pense qu'à elle. Et ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable que 0,15% de la population s'accapare les 90% des richesses du pays. Ce n'est plus acceptable. Il faut vraiment que cette élite comprenne que ce jeu ne peut plus être... 99% des richesses du pays, puisqu'il n'y a que 0,5%. Alors, maintenant, sur le plan économique, financier et social, mais cette élite, malheureusement, empêche le développement économique, empêche qu'on traite la question sociale, parce qu'elle détourne massivement l'argent. Et elle détourne comment? Mais dans l'ordre de finance. Dans le finance, on ne va pas mettre beaucoup d'argent dans les questions sociales. On mettra de l'argent dans les biens et services pour pouvoir s'acheter donc les nouvelles voitures. On mettra l'argent dans les missions pour pouvoir s'assurer des missions à l'étranger, les frais de mission. Et on mettra l'argent dans les fonds de souveraineté pour pouvoir avoir une gestion finalement libre et opaque. Et comme si ça ne suffisait pas, on va encore une puissance financière. Bien sûr. Caractérise. Mais cette puissance financière vient de l'argent de l'État. Et l'argent de l'État est consacré dans le budget, ligne par ligne. Donc c'est par le budget de l'État que l'élite politique et parlementaire s'enrichit. Voilà pourquoi il faut qu'on soit très vigilant. Que l'on dise que l'argent des Gabonais qui figure dans les finances doit servir d'abord aux Gabonais et pas à une élite qui ne représente que 0,15% de la population. Et qui empêche même le président de mettre en action son projet de société. Parce qu'il faudrait que le président lui-même comprenne qu'en réalité, ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, c'est les choix qu'il fait. Bon, nous lui laissons cette latitude, puisque la loi lui reconnaît le pouvoir discrétionnaire. Mais quand même, je pense qu'au bout d'un certain temps, il doit se rendre compte que ces gens que je nomme, ils ne me permettent pas d'atteindre mes objectifs. La preuve, prenons un ministère. J'en parle parce que, franchement, nous avons mis cette idée la dernière fois en disant cette affaire-là, nous allons la suivre de près parce que nous avons l'impression qu'on va nous ramener la FMI, la Banque mondiale, et nous connaissons ces gens-là, les conditionnalités qu'ils posent. Mais regardez, de 2023 en 2025, bon, nous ne sommes qu'au début de 2026, combien de ministres des Finances nous avons eu? 4. Ça veut dire 1 en moyenne tous les 9 mois. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au niveau du ministère des Finances, il y a un problème. Moi, j'ai essayé d'analyser le problème en regardant les choses avec un petit coup d'œil en arrière. Bon, je me rappelle que le président Ali, et là, les documents sont là, ils existent, très énervé contre un certain ministre des Finances à l'époque, a supprimé les fonds communs à tous les agents du ministère des Finances. Est-ce la revanche de nos inspecteurs des finances, de nos inspecteurs des impôts? C'est-à-dire, bon, puisqu'on nous donne la latitude d'élaborer le budget, eh bien, nous allons introduire là-dedans nos propres moyens pour bien nous sucrer sur le dos de l'État. Je n'en sais rien. Je le dis comme ça. Mais, preuve à l'appui, personne ne nous démentira, surtout pas les dirigeants actuels, en l'espace de 3 ans, 4 ministres des Finances, c'est quelque chose ne va pas.
Nous pouvons prendre les exemples dans d'autres ministères. Ça veut dire que nous vivons, n'est-ce pas, sous les fourches codines d'un système que certains entretiennent. Moi, je ne peux pas dire les choses autrement. Ils entretiennent ce système. Et c'est donc à celui qui est à la tête du pays de se dire, ce système-là commence à me peser sur le dos. Alors, je tape dans le tas, ou alors je prends d'autres personnes et nous essayons d'avancer différemment. Comme avait dit Thomas Sankara, vaut mieux de l'eau pour tout le monde que du champagne pour quelques-uns. Voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais finir vraiment sur cette responsabilité de l'élite gabonaise en ces différents compartiments par rapport à l'échec du développement au Gabon. En disant la chose suivante. Pour conclure sur ce point, ce sera mon mot de fin sur la thématique qui nous concerne en ce moment. L'analyse que je fais, l'analyse sociétale et politique que je fais, repose sur le fait que le président Omar Bongo a gouverné le pays sur la base de la géopolitique. Il était question, en fait, de positionner des Gabonais, selon leurs origines ethniques, aux différents postes. Et de garantir ainsi la paix sociale pour que son régime perdure. Et il n'était pas demandé, en fait, à ces Gabonais d'être compétents. Il n'était pas demandé de faire du bon travail. Non, il était demandé d'arroser eux aussi, de faire ruisseler, d'accord, l'argent qu'ils prenaient dans les caisses de l'État pour que nous ayons un semblant de paix sociale. On avait la paix, c'est vrai, mais on n'a eu ni la croissance, ni le développement, ni le règlement de la question sociale. Ces problèmes sont restés en fait en suspens. En suspens. Aujourd'hui, on le voit encore. Voilà. Et cette géopolitique a permis la corruption massive, elle a permis les détournements des deniers publics, elle a permis la gabégie, d'accord, qui finalement... surtout la précarisation et la disparition de, par exemple, la classe moyenne. Tout à fait. Voilà. Le problème des enseignants récemment vient effectivement nous démontrer. La fracture sociale à tous les niveaux. Mais c'est une conséquence objective et immédiate de la géopolitique. Voilà. Dès l'instant où on a mis de côté la compétence et qu'on a juste voulu mettre des barons politiques qui devaient garantir la paix en faisant ruisseler l'argent, eh bien vous comprenez qu'on ne peut pas de cette façon-là assurer la croissance et mettre les deniers publics au service du développement du pays. Ça, c'est un point important. Maintenant, comment faire pour sortir de là? Il faut que le président Oligui Nguema soit ferme et déterminé à mettre au pas 3000 personnes qui dirigent le Gabon. 3000 personnes dirigent le Gabon. Le président Oligui Nguema doit les mettre au pas. Ça veut dire quoi? Exiger d'eux une probité morale. Une probité morale. Exiger d'eux une compétence pour régler les dossiers. Il faut aussi que la justice fasse son travail. Que le procureur et d'imminence se saisissent des dossiers quand cela est de son ressort. Détournement des deniers publics, eh bien, il faut que la personne vienne s'expliquer. Il faut aussi que la presse fasse les investigations. Nous avons suivi un reportage de Gabon Media Time que je vais ici quand même louer et féliciter, qui était très critique et très objectif. Oui, l'élite gabonaise a péché, elle a échoué. Parce que notre pays est un des pays les plus riches d'Afrique centrale, sinon même les plus riches d'Afrique, puisque la zone d'Afrique centrale est la zone la plus riche en ressources naturelles. Simplement, l'exploitation de ces ressources ne servent pas à la population gabonaise. Mais nous avons demandé à l'élite de faire un travail. Ce travail, c'est celui de produire le développement. Ça veut dire renoncer à sa propre situation, à son propre statut, et envisager de voir la condition des Gabonais s'améliorer. Si elle refuse de le faire d'elle-même, eh bien, la presse pourra mettre à nu les opérations indélicates. La justice qui sera informée se saisira du dossier et le président sera ferme en exigeant la démission de l'élite, quel que soit le poste que cette élite occupe, la démission de l'élite, puisqu'il faut que nous puissions avancer. Tout à fait. Et cet avancement, cette avancée ne peut se faire qu'avec des personnes de qualité. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Si la géopolitique a été à l'origine de l'échec du développement, la compétence, donc la géocompétence doit vraiment être le sceau.
qui doit couvrir la gestion du mandat. Et je suis persuadé que si on applique véritablement ce principe de géocompétence à toutes les strates où l'élite politique du Gabon exerce, nous aurons de très bons résultats et le peuple gabonais dans son ensemble pourra se féliciter d'avoir sa condition sociale améliorée substantiellement. Très bien. Alors, je pense qu'on va terminer avec cette thématique. Parce que là, permettez, c'est juste un titre de conseil. En une minute. Eh bien, j'ai pu constater une chose. Dans l'administration, il n'existe plus de conseil de discipline. C'est terrible. On ne peut pas gérer une administration sans des garde-fous. Il n'existe plus de conseil de discipline. Les membres du gouvernement se sentent plus politiques qu'administratifs en oubliant qu'ils gèrent des pans entiers de l'administration de l'État. La deuxième chose que le président pourrait exiger de ses collaborateurs, là-bas au palais, et ceux du gouvernement, et même au niveau des institutions, c'est de faire ce que nous appelions, nous, à l'époque, des rapports d'activité. Je ne sais pas pourquoi cela n'existe plus, mais moi je me rappelle avoir été un DG, on me demandait de pondre un rapport tous les 3 mois. Et pendant toute ma carrière, je n'ai fait que ça. Tous les 3 mois, il fallait que je dépose à mon patron mon rapport d'activité, pour qu'il sache ce qui se passait dans ma direction générale et le travail que nous avions fourni. Alors, ceci pour dire que nous avions entendu, monsieur Privat, vous avez entendu parler des primes d'incitation à la performance dans l'ancien régime. Mais la prime d'incitation à la performance, comment pouvez-vous l'évaluer? Vous ne pouvez l'évaluer que si vous avez un œil attentif sur vos subordonnés par la qualité des rapports d'activité qu'ils vous envoient. Sinon, prime d'incitation à la performance, nous avons dépensé des milliards de francs, ça a donné quoi? C'est toujours le même laxisme, la même lourdeur. Donc c'est pour dire que nous pouvons revenir sur des choses qui ont réussi et qui vont mettre, comme vous le dites, les gens au pas. Pourquoi? Parce que quand on vous demande un rapport d'activité, c'est que votre patron veut savoir ce que vous faites. Et si une fois, 2 fois, pas de rapport, ben, sachez, soyez sûr qu'au prochain conseil des ministres, c'est terminé pour vous. Très bien. Très bien. Et vous ne pouvez pas vous plaindre. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, donc c'était important, effectivement, cette petite précision. Nous allons donc, là déjà, après cette thématique que nous avons donc épuisée, nous avons abordé tous les aspects, donc qualitatifs, quantitatifs, nous avons retracé l'historicité donc par rapport effectivement au concept d'élite que nous avons en même temps défini. Là, nous allons toujours dans le cadre du continent africain, rester donc pas très loin de nos frontières, nous déporter du côté du Niger, où le 29 janvier dernier, il s'est passé un incident au niveau de l'aéroport Amani Diori de Niamey, qui a fait l'objet d'une attaque terroriste, d'accord? Précisons au passage que cet aéroport est le siège donc de la force conjointe de l'AES, d'accord? Et donc cette attaque qui a été donc déjouée, nous allons en parler maintenant dans la deuxième phase, dans la deuxième partie de notre émission. Donc, nous demandons à la technique de lancer ce deuxième élément audiovisuel et on se retrouve juste derrière. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tchani s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire.
Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdrahmane Tchani. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle. Vous avez vu cet élément, comme nous, voilà, qui nous fait le résumé donc, de l'incident qui s'est produit donc, du côté de l'aéroport Amani Diori de Niamey, au Niger, où, comme je le disais il y a quelques instants, donc, des terroristes sont venus et ont attaqué cet aéroport où se trouve le commandement donc, de l'armée, ou plutôt de la force, pardon, donc conjointe de l'AES. Voilà. Et donc, je pense que pour pouvoir donc bien aborder cette thématique, il convient de notre part donc d'abord poser le cadre. Et là, je vais donc présenter un peu ces trois pays-là, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, qui constituent donc l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui fait l'objet effectivement de cette tentative de déstabilisation à travers l'attaque de l'aéroport de Niamey. Donc déjà concernant le Mali, c'est un pays qui a une superficie de 1 241 238 km², avec une population de 24 millions, à peu près en tout cas 24 millions 160 000 habitants. D'accord? Et c'est un pays où, du point de vue de l'IDH, qui est classé au 188e rang mondial, selon les données donc, de la Banque mondiale et toutes les autres institutions. Monsieur Bouka, il faut bien préciser à nos téléspectateurs que IDH signifie Indice de développement humain. Effectivement, c'est cette valeur qui permet donc de mesurer le niveau de développement d'un pays. Voilà. S'agissant du Burkina Faso, il a une superficie de 274 200 km² pour une population de 24 millions. Voilà. Avec une IDH, donc Indice de développement humain, qui place ce pays au 185e rang mondial sur 193 pays. D'accord? Et le Niger, lui, il a une superficie de 1 267 000 km² pour une population de 28 millions d'habitants, avec une IDH qui place donc le Niger au 188e rang mondial
sur 193 pays. Donc vous comprenez que selon donc, cet IDH, qui est mesuré et bien produit par certaines organisations internationales, place ces pays parmi les pays les plus pauvres. Voilà. Mais, bref, toujours est-il qu'il est important de placer ce cadre-là pour pouvoir donc comprendre ce qui se passe du côté de l'AES. Pourquoi cette déstabilisation alors que ces pays ont décidé de manière souveraine de se soustraire donc de la tutelle française. Donc, on va en parler, M. Ngomo. Déjà, quel est votre premier mot, votre premier jet par rapport à cette thématique? Mais nous sommes en face d'une déstabilisation de l'AES, vous l'avez dit. Car comme c'est connu, au Niger, à Niamey, se trouve la base de ce qu'ils appellent l'armée unifiée, qui est dirigée par un général du Burkina Faso. Et quelle est la vision de l'AES que l'on veut en fait empêcher de voir se matérialiser? L'AES veut en fait la souveraineté totale, pleine et entière de l'AES, de l'Afrique. C'est l'ambition que se donne l'AES. Une souveraineté militaire qui garantit la souveraineté politique, une souveraineté politique qui peut amener à la souveraineté économique, une souveraineté économique qui passe par la souveraineté financière, car on s'attend bientôt à une monnaie de l'AES, et une souveraineté monétaire et financière qui va permettre donc sur le plan économique de produire de la richesse et avoir un impact sur le social, sur les populations. Et avoir un impact sur le social en s'appuyant de plus en plus sur la culture africaine, c'est-à-dire nous allons produire ce que nous devons consommer, nous allons consommer ce que nous produisons, et on voit qu'il y a un travail aussi de retour vers les valeurs spirituelles. Voilà la vision. C'est-à-dire une Afrique qui se désoccidentalise. Eh bien, ceux qui, depuis longtemps, se sont servis du Niger, du Mali et du Burkina Faso ne l'entendent pas de cette oreille. Donc, il est clair qu'il faut faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. D'où la tentative de déstabilisation. Mais il faut rappeler que avant cette tentative du Niger qui s'est produite le 29 janvier, mais Ibrahim Traoré, déjà, a déjoué un complot le 26 septembre 2023. Il venait à peine de prendre le pouvoir. Il a encore été victime d'une tentative de déstabilisation en août 2024 et en septembre 2024. En fait, on ne peut pas les compter, ces tentatives. Il y a eu encore un complot et un assassinat ciblé le 3 janvier 2026. Donc, depuis son arrivée au pouvoir, chaque année, il y a des tentatives. La France a besoin d'écarter des Africains de valeur qui vont remettre en cause ce qu'elle a institué depuis maintenant plus d'un siècle. C'est-à-dire piller les richesses, être la grande puissance et nous rester des éternelles colonies, comme il disait, qui servent les éternels pauvres pour assurer donc la richesse et la production. Si vous prenez le président Assimi Goïta, mais c'est la même chose. Depuis le 20 juillet 2021, il est victime d'une tentative d'assassinat. À la mosquée, lors de la fête de la Tabaski, on a voulu l'égorger comme un mouton de la Tabaski. Et son agresseur a été heureusement maîtrisé, même s'il est mort dans des circonstances non élucidées jusqu'à présent. Il y a eu une tentative de coup d'État déjouée le 11 et 12 mai 2022. Et, comme vous le savez, il y a un vaste réseau de déstabilisation qui est mis en place avec la destruction des différentes sources d'énergie, des carburants, pour affamer donc, pour assiéger donc la ville de Bamako. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les ennemis de l'AES ne veulent pas que le Niger, le Mali et le Burkina Faso réussissent à produire de la croissance et de la richesse dans leur pays. Ces trois pays n'ont pas l'ambition d'envahir l'Europe, n'ont pas l'ambition d'envahir l'Occident, ont pour seule ambition de s'occuper de leur population. Mais pourquoi elles subissent autant d'attaques, autant de déstabilisation? Mais parce qu'elles sont un laboratoire qui annonce une nouvelle Afrique. Une Afrique, en fait, qui va désormais compter sur ses propres richesses, les exploiter pour nourrir sa population et assurer non seulement la croissance, mais également le développement. D'accord? Et cette vision ne peut pas plaire. Parce que comme le principe des vases communicants, si les richesses du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui profitaient à la France ne partent plus à Paris, restent donc à Niamey, restent à Ouagadougou, restent à Bamako, eh bien c'est la France qui s'appauvrit et c'est l'AES qui s'enrichit.
Et ça, la France ne veut pas l'entendre. Et on nous laisse comprendre, et ce sont les services de renseignement russes qui le disent, que la France a décidé, d'une manière ou d'une autre, de déstabiliser, voire d'éliminer tous les présidents africains qui ne marcheront pas droit. Et comme vous le voyez, ces 3 présidents ne marchent pas droit. Donc on s'attend à ce qu'un jour, un de ces présidents, ou bien des 3 présidents, soit tué, soit éliminé, comme on a éliminé Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou encore Ruben Ominyobe. Je vais terminer en disant que il va être difficile à la France d'empêcher que l'AES avance. Parce que l'AES a à sa tête des présidents visionnaires, courageux et responsables qui ont décidé de mettre en place un projet de confédération qui certainement ira vers la fédération. Comme vous le savez, il y a maintenant un passeport biométrique confédéral depuis janvier 2026 qui permet donc aux différents ressortissants de l'AES de circuler d'un pays à l'autre. Vous avez une force de coordination qui est devenue l'armée unifiée, dont on parlait tout à l'heure, et vous avez la radio confédérale qui est là pour livrer le narratif de l'AES contre la propagande occidentale. Très bien. Et il y a cette banque d'investissement de l'AES qui a été actée en décembre 2025 et qui sera basée à Ouagadougou. On attend maintenant la monnaie de l'AES. Très bien. Ils vont réussir ces projets, je le crois, tout simplement parce qu'ils se sont assurés l'alliance d'un partenaire hautement stratégique qu'il faut citer, c'est-à-dire la Russie. Et on voit mal la France réussir en AES ce que tout l'Occident, ce que toute l'Europe ne réussit pas en Ukraine. Très bien, parfait. Alors, bon, là, je vais me tourner vers M. Obiang, déjà pour vous demander, on va dire, votre réaction par rapport à ça, mais surtout, je fais un constat. Là, on voit que ce sont des Noirs, c'est des Africains qui sont utilisés. C'est-à-dire, ça, c'est le constat qui, j'ai envie de dire, qui peut peut-être emmener plus d'un à s'interroger. Comment les Africains sont aujourd'hui instrumentalisés par des forces étrangères ou des forces exogènes pour déstabiliser des dirigeants qui sont réellement inscrits dans une dynamique de faire sortir leur pays. Monsieur Bouka, vous enfoncez une porte ouverte. Vous enfoncez une porte ouverte. Nous venons d'étudier le cas du Gabon, n'est-ce pas, sur la responsabilité de l'élite politico-administrative. Qu'avons-nous dit? Nous avons dit que si les Français ont pu asseoir leur domination dans notre pays, c'est grâce à cette élite qu'ils ont formée. Ouais. C'était des compatriotes comme toi et moi. Au niveau de l'AIS, c'est la même chose. On parle de djihadistes, de rebelles, mais en réalité, c'est quoi? Ce sont des mercenaires qui sont financés, formés par 2 grands pays, la France, les États-Unis. Bien sûr. Ce n'est pas moi, c'est les renseignements russes qui nous le disent. Ils ont même cité les pays qui vont être touchés par la déstabilisation. Prenons le cas des États-Unis. Ils ont bombardé le Nigeria, n'est-ce pas, Sokoto, sous prétexte qu'on massacre les chrétiens. Ça me paraît curieux de la part des États-Unis de s'occuper des chrétiens parce que chez eux, on tue pour un oui ou pour un non tous les jours. N'est-ce pas? Qu'on mette ça quand même comme mobile pour aller attaquer un pays, ça me paraît ridicule pour les gens qui pensent être au sommet du monde. Mais que visait ce bombardement? C'était un avertissement que l'on donnait, n'est-ce pas, au président Tinubu en disant mais on vous a sorti de prison, nous avons un dossier paix sur vous, qu'est-ce que vous attendez pour nous donner ce que nous voulons? Nous voulons installer le commandement de l'Afrique comme chez toi au Nigeria, parce que tu as du pétrole, tu as tout ce dont nous avons besoin, et en sortant de chez toi... Il y a un pays stratégique du Golfe de Guinée. Il y a le pays stratégique. Ouais. Voilà la raison. Mais, en installant leur base là, ils ont en face d'eux les frontaliers, le Niger, les frontaliers du Nigeria. N'est-ce pas? Donc, en voulant les matières premières du Niger, les terres rares, l'uranium et tout, les États-Unis sont bien placés pour attaquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'accident sur l'aéroport, n'est-ce pas? Ils ont attaqué l'aéroport de Niamey. Mais dans l'aéroport se trouvait quoi? Une base de drones. Se trouvait le commandement unifié des 3 pays de l'AIS. Se trouvait, n'est-ce pas? Une cargaison d'uranium. Une cargaison d'uranium. 1000 tonnes. Ça, c'est les renseignements russes. Orano revendique. Ah, mais vous m'enlevez ça de la bouche, parce que c'est des aspects très importants. Ça veut dire que la France en arrive
aux yeux du monde entier à venir voler chez les Africains. Parce que ça s'appelle du vol. C'est eux qui viennent voler. Mais ils revendiquent, c'est quand même... mais c'est du vol, mon cher ami. Vous quittez de votre pays, bombardez notre pays parce que vous voulez lui voler ces 1000 tonnes d'uranium. Mais ça appartient au Niger. C'est du vol. Et vous voyez, le droit international public n'existe plus, monsieur Privat. C'est de la pure rigolade. Les Américains le font ouvertement depuis un moment. Avec le Venezuela. Voilà. On a vu avec le Venezuela, on l'a vu avec le Nigeria. Aujourd'hui, c'est la France qui a toujours été le valet de chambre des Américains qui reprend le relais, mais pour venir s'attaquer à ces anciennes colonies. Et plus grave, de la manière la plus grave. Ils s'introduisent là-dedans comme un petit voleur. Ils ont voulu venir voler les 1000 tonnes. C'est Russie à tout départ, les services de renseignement. Il a même cité les pays qui vont être bientôt touchés. Et je vous les cite. Il y a le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la RCA. De Touadéra. De Touadéra. Ouais. Bientôt, quelques pays voisins, je préfère ne pas me prononcer pour l'instant, mais vous voyez bien lesquels. C'est vous dire que si les Russes nous donnent ce type de renseignements, n'oublions pas que les Russes, quand même, sont nettement mieux équipés que certains pays occidentaux. Ils ont des satellites, ils ont tout ce qu'il faut. Quand ils nous donnent ça, c'est un avertissement. Et nous, au Gabon, nous devrions prendre cet avertissement au sérieux. Parce que quand les Américains bombardent le Nigeria, ils sont où? Ils sont sur les eaux internationales du Golfe de Guinée. Et nous n'avons jamais cessé de répéter qu'il fallait mutualiser nos efforts. Nos marines devraient circuler en permanence dans tout le Golfe pour sécuriser cet endroit-là. Parce que les 6 annonciateurs sont déjà là. Maintenant, pour terminer sur cette affaire, nous avons vu que non seulement c'est une base, c'est le commandement unifié, mais qu'en plus, il y avait un stock. Mais au-delà de ce stock, ils ont voulu, n'est-ce pas, anéantir l'approvisionnement en carburant, parce que vous savez, c'est des pays enclavés. Ils ont voulu anéantir l'approvisionnement en carburant du Niger. Malheureusement, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'aujourd'hui, le Niger, les pays de l'AES en général, ils sont solidaires. Sont très solidaires et ont de multiples partenaires, même les moins avouables. Suivez mon regard. Même les moins avouables. Je ne le dis pas pour ne pas créer des problèmes. Mais, vous croyez qu'ils peuvent soutenir un tel effort contre les rebelles, les djihadistes, s'ils n'ont pas de la logistique lourde? Mais cette logistique passe par le carburant, pour les engins et tout ça. Il y a des pays qui fournissent du carburant au pays de l'AES. Je ne les cite pas. Alors, je vais revenir vers vous. Là, ça va être notre dernier tour de table par rapport à cette thématique. Alors, dans l'élément qu'on a vu, on a vu le président Abdelrahmane Tiani citer nommément des dirigeants qui, selon lui, sont derrière ces attaques-là. Est-ce que là, c'est-à-dire que cette action-là, cette félicité, elle ne traduit pas une position, mais vraiment totalement décomplexée donc des présidents de l'AES, ici en l'occurrence Abdelrahmane Tiani, par rapport effectivement, si on va comparer avec, on va dire, la position des anciens dirigeants qui ont toujours caractérisé le continent africain. Oui, les anciens dirigeants étaient aux ordres et ils développaient un narratif qui leur était dicté par l'Élysée. Et c'était un narratif d'hypocrisie, de mensonge en permanence. Les 3 présidents de l'AES ont brisé le plafond de verre de la peur. Ils sont entrés dans la sphère du courage. Ils ont décidé de pratiquer une diplomatie de vérité. Abdoulaye Diop du Mali avait déjà commencé à indexer la France et directement. Il avait fait à l'ONU. Et à l'ONU, oui, effectivement. C'était une position qu'aucun État africain n'avait eu à tenir. C'est-à-dire critiquer publiquement, mettre à l'index l'ancienne puissance coloniale et exiger qu'il y ait une discussion car le Mali disposait d'éléments probants. Mais ces discussions n'ont jamais eu lieu. Parce que la France savait très bien que le Mali disposait des informations grâce aux services secrets russes. Et qu'elle savait de quoi, et que le Mali savait de quoi il parlait, en demandant à la France de venir sur la table pour débattre. Moi, je vais terminer en disant la chose suivante. Est-ce que l'AES a des chances de réussir son pari? Car les Africains observent cela avec beaucoup de perplexité. Vont-ils réussir? Ce qui n'a jamais été fait. Vont-ils pouvoir se sortir des griffes
de la France des griffes du monde occidental. Moi, je pense que 5 raisons peuvent donner des chances à l'AES de réussir. 5 raisons. La première raison, c'est que toutes les tentatives de déstabilisation échouent grâce au soutien de la Russie. Tant que ces 3 présidents seront à la tête de leur pays, ils vont poursuivre cette politique. C'est la première raison. L'échec systématique de toutes les tentatives de déstabilisation. Et donc, aucun assassinat de ces 3 présidents. Deuxième raison, que ces 3 leaders gardent le cap, soutiennent le cap, maintiennent le cap, c'est-à-dire celui de la confédération, pour aller vers la fédération. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de désunion, qu'ils s'entendent. Qu'il n'y ait pas de politique qui continue, qui soit différente d'un pays à un autre, puisqu'ils sont dans une alliance. Voilà. Et l'alliance a défini le cadre dans lequel les politiques doivent être entreprises. Effectivement. Ça, c'est un aspect important. C'est la deuxième chance. Voilà. Troisième chance, pour que justement cette réussite soit effective, c'est que les différentes initiatives qui sont prises et qui aujourd'hui sont inédites dans le continent africain, particulièrement dans la zone francophone, c'est-à-dire l'initiative sécuritaire, assurer un monde de la sécurité dans l'ensemble des pays de l'AES. Plus de djihadistes. Terminé. La paix revient. 2. L'initiative économique, produire de la croissance, comme on le voit en ce moment au Burkina Faso, avec des taux de croissance qui sont élevés. Avoir justement cette monnaie de l'AES qu'on attend tous, et sortir véritablement du franc CFA et montrer aux autres pays africains qu'on peut réussir une politique monétaire en dehors, d'accord, de la France. Ce qui, pour beaucoup, pour l'instant d'Africains, semble impossible. Eh bien, l'AES va peut-être en faire la démonstration publiquement. Et ensuite, sur le plan politique, poursuivre, d'accord, cette volonté de garder le cap de la fédération. Et sur le plan diplomatique, parler d'une seule voix. Voilà. Toujours d'une seule voix. Voilà. Un communiqué qui est lu dans les 3 capitales. 4e chance, c'est que les autres pays de l'AES, les autres pays, pardon, du Sahel, qui ne sont pas encore dans l'AES, notamment ceux qui sont dans la CEDEAO, eh bien, face aux réussites de plus en plus assurées sur le terrain, décident donc de rejoindre l'AES. Car là, nous avons une force endogène africaine qui n'est pas contrôlée de l'extérieur et qui travaille vraiment pour que l'Afrique sorte la tête de l'eau. Et enfin, bénéficier toujours du soutien stratégique de la Russie et des BRICS, c'est-à-dire du Sud global. Moi, je pense que si ces 5 conditions sont réunies dans le temps, eh bien, ce qui semble impossible aujourd'hui pour certains Africains sera rendu possible au niveau de l'AES et on pourra tous en être fiers. Je voudrais simplement ajouter que, allez-y. En mettant en place sur le plan économique et sur le plan financier leur banque centrale, leur monnaie, n'est-ce pas, il faut retenir que les 3 pays ont une réserve d'or colossale. Parce que le Mali produit de l'or, le Burkina produit de l'or, le Niger, alors là, il y a de l'or partout. Ils ont réussi à ramener l'économie mondiale, non plus sous les fourches collines du pétrodollar, mais sous, n'est-ce pas, le respect de l'étalon or comme monnaie de référence pour les échanges internationaux. Je voulais marquer cela. Pourquoi? Parce que nous, ici au Gabon, nous produisons de l'or. Commençons à avoir notre réserve d'or au lieu de nous amener des gens qui nous demandent d'aller toujours vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Gabon peut avoir sa propre réserve d'or. Et à partir de là, poser ses propres conditions parce qu'on aura toujours de quoi payer. L'or n'a jamais changé de valeur depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Ça reste une valeur refuge. Ce sont les Américains qui ont voulu imposer leur monnaie en se servant de tout le monde, mais là, c'est terminé. Très bien, parfait. Voilà, donc nous avons donc là épuisé donc cette deuxième thématique, donc en rapport avec la déstabilisation de l'AES, causée donc par l'attaque terroriste qui s'est produite du côté de l'aéroport Amani Diori de Niamey. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre émission Grand Angle aujourd'hui, donc nous avons traité de 2 thématiques. La première en rapport avec donc, la part de responsabilité de l'élite politico-administrative gabonaise dans le retard de développement que connaît notre pays. Et en deuxième temps, nous avons donc vu la déstabilisation de l'AES causée donc au niveau de l'aéroport de Niamey le 29 janvier dernier. Voilà. Et les multiples tentatives. Bien sûr, qui le font. Puisque dernièrement, il y a eu. Leaders ont dernièrement même, ils ont attaqué
les installations pétrolières donc, du Niger. Voilà. Donc, c'était donc la Grand Angle. Nous vous disons merci pour votre attention, toujours renouvelée chaque semaine, chaque vendredi. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut. Inch'Allah.